Si je vous dis Rolex plus vitesse, vous me répondez quoi? Tu me réponds quoi, Pierre, toi? Moi, je réponds Rolex Daytona. Pas mal. Mais est-ce que les choses se sont pas compliquées en 2016 avec le lancement de la Rolex Air King référence 116-900? Un modèle avec un cadran tout droit tiré d'un tableau de bord d'une voiture fusée. On en avait parlé dans le 9e épisode de la saison 1 avec Arnaud qui était venu avec. Et bien, figurez-vous qu'on continue la discussion mais avec la toute nouvelle version, la référence 126-900 avec Pierre, le retour. Et je ne sais pas comment il est venu, s'il est venu lui-même en voiture fusée, les amis, mais on va se régaler. Restez avec nous, rendez-vous aux portes du désert, là où se font les courses de vitesse terrestre. Restez avec nous, c'est parti pour un nouveau Speedydod de petites montres entre amis. Salut Pierre, ça va? Très bien, toi. T'es venu comment alors? Alors j'ai pas pu venir avec le véhicule parce qu'il est critère 5, il passe pas dans Paris. Ah là là, et oui, battre des records de vitesse les amis sans polluer c'est difficile. Ouais. On va en parler tout à l'heure, les mecs je crois qu'ils veulent atteindre, tenez-vous bien, les 1000 miles par heure. Énorme. Waouh, sur la Terre, un truc de fou. Bon, ok, donc t'avais un problème de vignette, ça arrive les amis. T'es venu avec ta tocante quand même ou pas? Je suis venu avec ma tocante. Alors fais voir. Les amis, moi je suis venu avec une Speed quand même. Voilà, ça faisait un bout de temps que je l'avais pas portée. Elle est toujours là. Elle a 3 ans de plus depuis que je l'ai eue pour mes 50 ans. Voilà, elle en a maintenant 53 puisque elle est de ma date de naissance. Tiens, je te la passe. Merci. Oui. Ouais, on reste dans la vitesse. Alors, est-ce qu'on peut l'essayer? Là, dis donc, mais t'as le même poignet que moi? Ouais. Ah, ça change. On connaît la chanson. Non, mais il y a un nouveau règlement. Ah oui, le règlement, c'est que si elle me va, je pars avec, mais je reprends la mienne quand même. Ah, ça va être chiant. J'ai une collection de malades, quoi. Bon, alors cette Air King, toute dernière version, on le voit tout de suite, avec le protège-couronne et avec d'autres choses. T'en as rêvé, tu l'as acheté quand, tu l'as reçu quand, tu l'as attendu, raconte-nous tout. Alors, pour l'histoire, en fait, c'est une montre dont j'avais connaissance depuis un certain moment. J'étais au lycée et il y avait un de mes meilleurs amis qui avait justement l'ancienne référence, la 116-900. Ouais. Donc avec le boîtier un peu plus gros et tout, donc voilà. J'aimais beaucoup le cadran, mais je me disais quand même, elle fait épaisse au poignet, elle ressort vachement. Les histoires ont fini, ont suivi, j'ai acheté d'autres montres et en fait j'avais toujours celle-là dans ma tête. Et quand en 2022 Rolex a annoncé du coup le changement de modèle et la modification du boîtier, je me suis dit là, c'est le moment, il faut y aller. Et oui, alors les amis, ce que dit Pierre est intéressant parce que c'est globalement ce qui ressortait, pas que, mais de l'échange qu'on avait eu avec Arnaud lors de cet épisode de la première saison. Moi je l'ai tout de suite vu en l'essayant, forcément, l'épaisseur, ils ont bossé sur le sujet, et celle-ci est beaucoup plus fine, puisque là, à peu de choses près, le boîtier de la 116-900 était très similaire à la Milgauss. Ouais, c'est ça. Un petit chouïa trop épais. Donc mais attends, donc ils l'ont annoncé, mais quand ils l'ont annoncé, vous le savez les amis, l'épaisseur c'est quand même pas le sujet dont les marques ont envie de parler. Non. Donc elles sont plus focusées sur l'index qui change, qui équilibre plus la montre, et la présence du protège-couronne. Donc comment t'as fait pour l'essayer? Parce qu'il n'y en a pas en boutique de ces montres. Alors il y a certaines boutiques dans Paris où tu peux juste les essayer. Tu peux, évidemment, même plus te mettre sur liste sur certaines, mais tu peux quand même les essayer. Ils ont des modèles d'exposition, où je crois que c'est des mouvements factices à l'intérieur. Je sais pas du tout. C'est ça, Non, c'est ça. On voyait, elle trottait pas, elle n'était pas du tout en mouvement. Et voilà, donc je l'ai essayé. Et puis ensuite, je me suis dit, bon, peut-être commencer par celle-là. Non mais attends. Non mais tu l'as essayé et là tu dis puis ensuite. Non mais quelle première impression quand tu l'as essayé? Qu'elle allait bien au poignet, qu'elle se posait bien, qu'elle était équilibrée et justement qu'elle faisait pas trop gros, parce que ce que je recherche quand même quand je prends une montre, c'est qu'elle soit facile à mettre et qu'elle soit efficace à porter. Ouais. Donc tu penses à une notion de discrétion là-dedans? Discrétion, d'équilibre, qu'elle passe bien au poignet.
qu'elle fasse pas trop gros, qu'elle ressorte pas trop pour moi. Bah, je sais pas s'il a vraiment le même poignet que moi, mais moi je trouve qu'elle tombe pas mal du tout. Quel diamètre? 40. 40 mm. 40 mm, ouais. Ouais. Quand tu étais venu nous voir, tu étais venu avec une Tudor. Ouais. Je vais dire une connerie. 38. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu voulais quelque chose d'un peu plus gros? Bah, au début, je savais pas. Ouais. Et j'étais indécis. Ouais. Mais tu voulais une Rolex? Je voulais. Alors, j'étais pas fixé sur la marque. Ouais. J'étais vraiment pas du tout fixé sur la marque. Mais je me suis dit, bon, ça peut être l'évolution. Tudor, puis Rolex. Ouais. Ou ça aurait pu être autre Et ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu complètement être autre chose. J'avais d'autres modèles en vue. Ok. Une fois que tu l'avais essayé, cette toquante, tu t'es dit elle pose bien, etc. Ok, puis après t'es passé à autre chose. Ouais. Comment ça s'est fait entre ce moment de cette première impression et le fait que tu l'aies au poignet? Eh ben, il s'est passé quand même pas mal de choses. Donc entre-temps, on a pris un appartement avec un conjoint, donc des frais qui s'ajoutent, hein, donc pas de budget forcément disponible. T'as préféré te loger plutôt que d'avoir une Rolex? Ouais. Le choix était dur. Hein. Le choix était dur, mais non. Donc le budget qui n'était pas forcément allouable forcément de suite. Et ensuite, j'ai changé d'avis et je me suis dit bon, peut-être on va essayer de plus petit, plus discret. Que du 38 mm. Donc j'ai essayé une Rolex. Non, que du 40. Plus petit, plus discret que du 40. Que du 40 ouais. Et du 38. Okay. Et du 38. Ok. Et donc après, mon choix en fait s'est porté sur une Oyster Perpetual en 36. Ok. Cadre T'avais noir. essayé? Que j'ai essayé. Au même moment où tu as essayé celle-ci? Non, par la suite. Ok. Par la suite. Ouais. Et je m'étais dit, en fait, ouais, ça peut être pas mal. On peut essayer du plus petit, c'est discret. Voilà, je me disais que ça passait bien au poignet. Donc, tu as essayé un modèle d'exposition? Un modèle d'exposition. Ouais. Et puis ensuite, j'ai pu me placer sur liste. Ok. Que tu pouvais pas faire. Par contre, tu n'as pas demandé à être sur liste sur celle-là? Non, okay. non, pas tout de suite. Donc je me suis placé sur liste. J'ai dit que ce qui était vrai que c'était pour mes 22 ans. Donc je m'étais inscrit sur liste, il me semble, en décembre 2022. Ouais. Et j'ai été appelé en janvier 2023, un mois plus tard. Donc tu te mets sur liste à Paris. À Paris. Hein, on ne sait pas quelle est l'AD, sauf si tu as envie d'en parler, mais sinon, voilà, c'est Place Vendôme. Place Vendôme. Un mois d'attente. Allô, bonjour. Bonjour Pierre. C'est l'AD en question. Je suis sur la ligne droite là, dans le désert. On a une Rolex Oyster Perpetual 36 cadran noir pour vous. C'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça que ça se fait, ouais. Alors, téléphone, c'est texto, email téléphone, c'est surprenant la première fois quand tu t'attends pas à recevoir l'appel, aussitôt, ah bon déjà vu ce qu'on m'avait dit que c'est des listes d'attente longues, interminables. T'avais peut-être pas le blé. Là, il était sur le canapé Ikea et tout ça, la téloche, le 80 pouces. C'était le bon moment ou pas financièrement? Ou j'ai pu débloquer des fonds. Ok, j'ai pu débloquer des fonds. Ok, donc on te donne combien de temps pour y aller? Je leur dis que ok, je fais le virement. Mais eux ils te disent voilà, elle est pour vous. Est-ce que vous la prenez? Oui, non. Vous avez 48 heures, 24 heures. Alors non, ils m'ont pas parlé de délai. D'accord. Ils m'ont demandé si vous la vouliez ou pas. Je leur ai dit que oui, elle m'intéressait. Oui. Et que dès que je pouvais, je faisais le virement. Donc ils t'ont envoyé, dans ce cas-là, c'est à ce moment-là qu'ils t'envoient un IBAN. Ouais. Ok. IBAN de là, la boutique. Tu fais le virement. Là, je fais le virement. Ok. Et après, ils t'appellent et ils te disent on a reçu les fonds, vous pouvez venir. C'est ça. Ça s'est fait 4 jours après. J'ai reçu te voilà, tu arrives en métro où il arrive avec sa Bluebird, il arrive avec sa Bloodhound. Ça, c'est le nom des autos, des records de vitesse. Bluebird, c'était la voiture de Malcolm Campbell, l'un des qui a détenu le record du monde sur terre en bagnole à 482 km/h, les amis. Je m'en souviens puisqu'on en parle souvent dans ces émissions. 482 km/h sur, à l'époque c'était à Daytona, donc tout ça a construit la légende derrière du Speedway de Daytona, mais ce record-là il était sur la plage. 482 km/h, t'imagines, avec des freins à tambour ou même pas de frein, enfin un truc de malade quoi. Voilà.
Et par contre, le cadran, on en parlait tout à l'heure, ça c'est le cadran de la 7 Auto Bloodhound, qui a changé de nom maintenant, et dont le fait d'arme est d'avoir passé le mur du son. T'imagines ? Mur du son. Et maintenant, leur objectif, c'est 1690 km/h, qui doit être à peu de choses près 1000 miles à l'heure. Bon, ok, fou. Donc tout ça, c'est bien. Donc tu es quand même parlé avec cette bagnole-là. Tu arrives sur place, tu dis bonjour. Oui, bonjour. Voilà. Bonjour, parce que du coup, on prend un rendez-vous, voilà, c'est prévu. Et donc, on me remet la montre. Ok. Très content. T'as eu un petit café avec ? Évidemment. Un petit sac ? Un petit sac. T'as eu un goodies ? Non, j'ai pas eu de goodies. T'as eu la casquette Rolex ? J'ai pas eu la casquette Rolex. Alors que la casquette d'Alichous, il l'a. Hein. Ouais. Souvenez-vous, je l'avais pas le jour de l'enregistrement alors qu'il avait gagné le quiz. Mais depuis, il l'a eu, la casquette. Voilà. T'aurais pu la mettre pour aller la chercher quand même. Hein ? Ok, donc tu repars avec. Donc tu te retrouves avec une Tudor en 38 et une Oyster Perpetual en 36. Exactement. On n'en est toujours pas arrivé au fait que comment ça se fait que je n'ai pas une Tudor une Rolex Oyster Perpetual 36 au poignet, mais une Air King. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, je l'ai porté pendant un mois, 2 mois. Ouais. Au quotidien, je me disais, il manque un truc, c'est trop petit. Ah ouais ? Ouais. C'est trop petit, je me dis, c'est pas ça, c'est pas la montre que j'ai envie de garder longtemps, c'est pas celle-là. Donc je recontacte l'AD. Ouais. Je leur demande, est-ce que vous pouvez me mettre sur liste sur une Air King ? Oui, monsieur, pas de souci, on vous met sur liste. Voilà, il y aura de l'attente, c'est un modèle professionnel, nouveau modèle, réactualisé en 2022, il y aura de l'attente. Je lui dis, bon, ok, advienne que pourra, et j'ai laissé couler le truc, j'ai attendu. Ouais, je comprends. Je crois que j'avais rappelé une fois pour savoir s'il y avait des news ou pas. Okay. Mais voilà, donc l'année se passe, et en août, donc on était en mars quand j'ai déposé ma demande. En août, j'ai reçu à nouveau l'appel. Donc là, cette fois, j'avais enregistré le numéro de la boutique, donc je savais qui c'était. Et je me dis, bizarre. Donc je décroche et il me dit, non monsieur, c'est bon, on a l'Air King qui va arriver. Parce que donc, ils savent pas exactement quand seront les livraisons et quel modèle ils vont avoir. Mais ils savent, 2-3 jours à l'avance, avant la livraison de la part de Rolex, quel modèle ils vont avoir. Et donc là, c'est à partir de là qu'ils peuvent appeler les clients. Donc là, mars à août, 5 mois. Et une fois qu'ils t'ont appelé pour dire ça va arriver, il s'est passé combien de temps ? Une semaine. Une semaine à peu près. Ouais. Ok. Mais c'est super rapide. Ouais. Avec le même AD. Avec le même AD. Ah ouais, ok. Donc, même pas 2 mois pour la Oyster Perpetual 36, 5 mois pour la Air King. Ouais, c'est ça. Donc il te rappelle une semaine après pour dire ça y est, on l'a, et là rebelote, pif paf, c'est parti, tu fais ton virement, tu vas la chercher. Ouais, j'avais anticipé du coup quand ils m'ont dit c'est bon, j'aurais demandé si je pouvais avoir qu'ils me passent la facture. Ouais. Comme ça va plus vite, donc j'aurais fait le virement et une fois qu'elle est arrivée, j'ai pu aller chercher directement. Rebelote, même process, même logique. Process, ouais. Donc c'est pratique. Toujours un café, mais toujours pas de casquette. Si, là ils avaient la casquette. Alors vu que c'est pas Rolex, ils avaient pas la casquette, mais du coup c'était la casquette Dubaï. Et en plus ils m'ont donné un étui de voyage. Super. Pour 3 montres. Ok. Très bien, que j'utilise. Génial. Ouais, j'étais content. Donc ok, c'est magnifique. Et donc moralité, tu avais un peu une sorte d'incertitude quand tu es allé essayer celle-ci, cette Air King sur le format. Ouais. Tu t'es dit que ça pouvait passer un peu plus petit, en fait non. Ouais, non. J'ai essayé. Ouais. J'ai essayé. J'ai eu le luxe de pouvoir essayer. Et puis finalement, non, je me suis rendu compte que, ayant un poignet c'est imposant, il me fallait quand même des montres un peu plus. Moi, je ne crois pas qu'il ait un poignet imposant, je crois qu'il a un poignet normal. Voilà, pourquoi ? Parce que c'est le même que le mien, comme ça je peux l'essayer. Je regarde juste, t'as le réglage fin. Le réglage fin, qui est là, effectivement. Ouais, faut tirer, il est assez. Comme ça ouais, je me souviens plus. Comme ça, Non, mais ouais. Tirer là, ça libère un demi-maillon. Ce qui est quand même bien. Ah, c'est le demi-maillon, c'est pas le petit réglage comme ça. Ça, c'est je crois que c'est sur les Submariner. D'accord. Ah, je pensais. Okay. Non. Ouais, c'est vraiment le demi-maillon. Comment il s'appelle ce truc ? Donc ça, c'est le Easy Link. Ouais.
Et ok, donc c'est pas le réglage fin. Ok, mais t'as le demi-maillon. Ouais. Ce qui correspond à vraiment juste le poignet qui gonfle en journée. Ouais. Donc toi, sur place, quand t'es allé la chercher, que ce soit celle-ci ou l'autre, ils ont d'origine, elle a plus de maillons, donc ils t'en ont enlevé un, ils t'en ont enlevé deux. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? On a enlevé un maillon, ouais. Un maillon. On a enlevé un maillon sur celle-là. Puis en fait, il me la met à taille, tout simplement, ce qui est normal. Bien sûr. Donc là, ça fait 4 mois que tu l'as. 4 mois. Ouais. Ah non, 3 mois et demi, bon, peu importe. Ouais, c'est ça. Donc là, t'as passé les 2 mois où tu t'es lassé de l'autre. Et là, alors, tu te lasses pas. Ah, là, je me lasse pas. Je la porte tous les jours sur lesquels je peux, parce que étant infirmier, pas de montre au travail. Mais non, là on était au Portugal la semaine dernière, je l'ai portée au Portugal, elle est avec moi dans l'océan, ne quitte pas. Non, je suis très content. Ok, alors revenons maintenant sur la référence elle-même. Et on va dire ces différences. Alors l'objectif n'est pas de spotter exclusivement les différences par rapport à la précédente, mais il y a le premier truc qui se voit tout de suite, sans regarder de près ni spécifiquement, c'est qu'il y a la présence d'un protège-couronne. Qu'est-ce que tu en penses, ça, toi ? Parce que l'autre, justement, avait comme caractéristique de ne pas en avoir. C'est ça. Alors, je trouve que ça l'inclut entièrement dans la gamme des modèles professionnels, que ce soit l'Explo 2, que ce soit la Submariner, tout ça. Ça fait le charme des montres professionnelles d'avoir ça. En termes de praticité, je trouve pas ça exceptionnel, mais du coup ça mérite de protéger la couronne de quelques chocs. Et est-ce que l'étanchéité a changé ? Non. Là c'est 200 mètres 100 mètres. 200 mètres, et c'était 200 mètres l'autre aussi ? Non, 100 mètres sur les deux. Ah, c'est 100 mètres ? C'est 100 mètres. Ah, ok. Mais en soi, pour ce que je fais, j'ai pas forcément besoin de plus, je plonge pas. Oui. Non, mais on peut se poser la question de l'intérêt de l'avoir ajouté. Toi, tu y vois une sorte d'uniformisation de la gamme. Et de faire que, même sur j'ai un doute, sur la Explorer, la Explorer 2, la Explorer classique, elle a un protège-couronne aussi ? Elle a pas. Elle a pas. Ah oui, ok. Je l'avais essayé juste pour voir, parce qu'il y avait aussi une nouvelle référence en 40, il me semble, sur l'Explo. 41. On retrouvait toujours le 369, mais en fait le fait qu'elle n'ait pas ce protège-couronne, ça faisait un style un peu différent. Oui, parce qu'ils en ont fait sur les 5 dernières années, je ne veux pas dire de conneries parce que ça a évolué, mais elle était historiquement en 36, ils ont passé en 39, ils l'ont ressorti en 36 et l'année d'après ils ont sorti une 41. Voilà. 36, 39, 41, par rapport à tes besoins, une 39, ça aurait été pas mal. Mais non. Tu voulais un peu de fun et d'originalité, dans le cadran. Ok. Alors l'autre chose qui change, c'est l'index 5, qui était à 5 et maintenant qui est à 0,5, donc qui est clairement... Ça équilibre avec le 55. Et je trouve aussi que ça, au-delà de l'équilibre, c'est que ça donne une sorte de reflet, comme si au lieu de voir un cercle, on voyait une sphère avec ses index cardinaux 3, 6, 9 qui remontent comme ça. Elle était déjà, je trouve, quand même très originale, mais quand même encore dans la discrétion, puisqu'elle n'a pas de cyclope non plus, donc ça en fait une montre qui est quand même moins reconnaissable que d'autres. L'autre truc qui change, parce que figurez-vous que je me souviens quand même de la visite d'Arnaud, on était dans un restaurant chinois, les amis, à l'époque. T'as aussi les index cardinaux et la pyramide inversée, le triangle inversé, qui sont complètement différents. Ils sont avec le luminescent, le super luminova. Le chromalite. Ah oui, ça c'est... les termes. Oui, attends, faut être précis, on va se faire engueuler sinon, t'imagines. Alors que sur la précédente, le 369, ils étaient intégralement en polymiroir, en or blanc, de mémoire. Là, ça lui envoie un truc un peu plus sportif. C'est ça. Et en fait, surtout que si on regarde bien dans la nuit, on a l'impression d'avoir une Explorer parce qu'on a le 369 et les aiguilles Mercedes qui sont luminescentes. Donc, tu mets les deux modèles dans le noir, tu peux pas dire laquelle est laquelle. Ah, c'est intéressant ça. À une nuance au niveau du cadran. Il y a un protège-couronne. Si tu vois vraiment juste. Mais ça veut dire que les autres index des minutes, le chemin de fer des minutes, 5, 10, 20, 25, etc., lui, il n'est pas traité en luminova ? Non, c'est juste du blanc, une pâture blanche. Ok, c'est intéressant. Quand tu t'y intéressais avec ton pote qu'on avait une, il y avait vous vous êtes dit, non, mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est le cadran
est même pas inspiré, hein. C'est l'un des cadrans du tableau de bord de cette auto Bloodhound, où Rolex était partenaire. Et ça, je trouve que ça fait partie de l'originalité de cette montre, c'est que, somme toute, des partenariats Rolex comme ça, de ce type, il n'y en a pas. Ouais. Pour inspirer un cadran entier, ouais, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Voilà. Et ce qui est drôle aussi, c'est que, honnêtement, je passe quand même ma journée à faire des recherches, à regarder et à lire des trucs. Ça se trouve pas si facilement, l'origine de ce cadran. Ça se trouve pas en une recherche. Je trouve ça assez paradoxal. C'est-à-dire qu'il y a une montre avec un cadran de bagnole, voiture de course, pas de course, du record, voiture fusée, du record de vitesse sur Terre. Et finalement, c'est pas plus marketé que ça dans le domaine. Bah oui, mais forcément, c'est qu'il y a le bulldozer du chrono cosmographe Daytona, qui est tellement associé à la course automobile avec les plus grandes courses du monde qui sont sponsorisées par Rolex, ou les vainqueurs, que ce soit Le Mans, que ce soit Daytona, Sebring même peut-être, Indianapolis, ça je sais pas, et repartent avec une Rolex Daytona. C'est quand même un truc assez incroyable. Il y a le nouveau mouvement Rolex aussi dedans. Ouais. Hein, le quoi, 32-30 32-30, ouais, sans la date. Ouais, sans la date. Qui est le 32-35, comme ça qu'on fait la différence. Donc c'est le 70 heures de réserve de marche. C'est ça, pareil, c'est top. Hein. Ouais. On la pose quand je travaille deux jours d'affilée, je la pose et je la récupère 2 jours plus tard. Top. Elle bouge pas. Pas besoin de régler l'heure. Non. C'est sympa de régler l'heure quand même. C'est sympa. Bah oui, attends, c'est sympa. Quand tu la reprends et que tu vois qu'elle bouge encore, tu te dis, sympa. C'est beau ça pour un job d'infirmier, ce qui bouge encore, non? Ouais, mais ma Rolex elle bouge toujours, donc c'est bon. Donc ça c'est vraiment cool. Et donc tu m'as pas complètement répondu. T'as un intérêt pour la course automobile, ou tu t'en fous complètement? Alors, ou tu vois quelque chose là-dedans? Alors j'y vois quelque chose. Il faut savoir donc, que cette année, en tant qu'infirmier, j'ai pu participer au Grand Prix de Monaco, Formule 1. Et le Grand Prix. Ah ouais, pas le classique? Pas l'historique. Le Grand Prix. Le Grand Prix de Formule 1. C'est beau ça. C'est fou comme expérience. Ouais. C'est fou. Et comment ça se passe? C'est un peu comme si tu voulais être commissaire de piste, tu voulais être, etc. Tu postules? Je suis en fait avec les commissaires de piste sur un virage. Ouais. T'étais où? Donc là j'étais à Mirbeau. Ouais. C'est, pour ceux qui savent, c'est un peu là où l'épingle, juste avant le Fairmont Hotel. Ouais. Et donc c'est super. Bon, il n'y a pas de grand écran pour regarder, mais on voit vraiment les voitures arriver depuis le casino. Ouais. On les voit repartir et on voit la descente jusqu'au tunnel. Ok. Et alors, t'es là, et donc tu regardes la course, machin, t'as les commissaires de piste qui ont les casques et qui panotent et qui sortent les drapeaux si nécessaire. Il est tombé des cordes en plus cette année. Il a plu à la fin de la course. Tu t'es fait rincer la gueule, quoi. Ouais. Non, bien. C'est sympa, on a eu du spectacle, on a eu plusieurs voitures qui ont fini dans le virage. Ouais. Non, c'était sympa. Et alors justement, donc, quand t'es pris, quand t'es sélectionné, bon, ok, t'es content et tout ça, mais concrètement, comment ça se passe? Tu arrives, la course a lieu le dimanche, t'arrives le samedi, t'arrives le vendredi, il y a un briefing. Alors j'arrive le mercredi. J'arrive le mercredi pour récupérer les tenues. Ouais. Donc ça se passe directement à l'Automobile Club de Monaco, parce que c'est eux qui organisent ça. Ouais. On récupère les tenues le mercredi. Donc c'est sympa, on peut voir un peu la ville hors de la course, parce que donc j'étais jamais allé à Monaco. Et en fait, dès le jeudi, donc ils commencent à voir tous les tests, les différents tests de sécurité sur la piste pour s'assurer que tout soit finalement bien. Ils commencent à déjà faire la piste et ils commencent à avoir déjà des essais. Donc parce qu'il n'y a pas que la Formule 1. Bien sûr. Il y a la Formule 2, la Formule 3 et la Porsche Super Cup. Ouais, t'as les courses support avant, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc on commence à voir les voitures tourner dès le jeudi. Et c'est fou, hein, avoir dans la ville des voitures qui vont à ces vitesses-là. Ouais, et donc t'es toujours posté, toujours au même endroit? Toujours posté, toujours au même virage. Ouais. Et donc toi, en tant que bénévole, infirmier, ton job, ta feuille de route, les procédures que tu dois respecter, c'est quoi? C'est en cas d'accident? C'est ça, en cas d'accident, uniquement des pilotes. On ne s'occupe pas de la foule, parce que donc il n'y a pas de spectateurs dans ce virage.
il n'y a pas de gradin. Et donc on est là exclusivement pour les pilotes s'il se passe quelque chose. Donc on est une équipe sur chaque virage, il y a un réanimateur ou un infirmier ou un interne. Ah ouais. Voilà, donc il y a de quoi monter un service de réanimation entier tout le long de la piste. Et donc on est là pendant les 4 jours. On doit être là le matin pour que la medical car qui fait le tour nous voit et voit qu'on est en poste. Et ensuite c'est parti. Waouh! Donc ça, bénévole. Bénévole. Ok. Et alors, mais est-ce que tu es défrayé quand même de tes frais de transport et d'hôtellerie, restauration? Rien. Ah ouais. Ah ouais. Ça c'est dur. Et le Airbnb à Monaco, il est un peu cher aussi. Il est très cher. Il est très cher. S'il y a bien un endroit où il faut pas aller à l'hôtel, j'imagine, j'y suis jamais allé, mais c'est. Non, là avec un contact, on avait pu se loger à Menton, juste à côté entre Monaco et l'Italie. Ouais. Donc c'était bien. Lui aussi était bénévole? Non, c'était une connaissance. Et il n'y a pas des groupes WhatsApp ou des groupes Facebook justement qui fait au début, je ne savais pas, mais là du coup j'ai pris le contact de personnes, notamment du réanimateur, et je pense qu'on va essayer de faire quelque chose pour l'année prochaine. Donc tu vas postuler chaque année? Je vais repostuler chaque année. Ouais. Et Le Mans alors? Et Le Mans, les mecs, merde. C'est ça. Au début, je voulais faire le Grand Prix de France qui n'a pas été reprogrammé. Bah ouais. Et donc là, la prochaine étape, je me dis, c'est le Mans. Ah oui, Automobile Club de l'Ouest. Ah oui, Le Mans, les amis, fantastique. Il y a une Daytona, des Daytona pour les vainqueurs des 24 heures. Est-ce que tu as quand même le sentiment de voir la course? Ouais. Très clairement. T'as le sentiment d'y être, et alors ce qui fait un peu la spécificité du virage, c'est qu'à un moment donné, on voit les voitures de très près. Donc si tu veux te mettre à ça, des voitures, tu peux. Ah oui. Donc t'as quand même le casque avec les... Ah oui. Parce que ça moi j'avais les boules caisses. Ça souffle un peu fort. Ça souffle très fort. Ouais. Ça souffle très fort. Le pire finalement, c'est pas les monoplaces, mais c'est les Porsche. Font un bruit de... Porsche Club. Ouais, ok. Font un bruit de et fou furieux. il n'y a pas constamment des cours, des trucs, des machins. Avec ton badge, ton laissez-passer, on va dire, tu as un peu accès à des endroits où le spectateur... Quasiment partout. Ah ouais? Quasiment au partout. Paddock et tout ça? Au paddock, là où ils changent les pneus, les pit stops et tout. C'est bon, ça. T'as croisé un peu les pilotes? J'ai pu croiser les pilotes, j'ai pu faire les photos avec les pilotes, c'était c'est sympa. bon ça. À la fin de la course, ils m'ont proposé, on est allé pour soulever la coupe du deuxième, là c'était Fernando Alonso, espagnol. Donc, c'est bon. C'était sympa, j'étais content, on a fait la photo avec la coupe. On se régale de petit Grand Prix de Monaco entre amis. Revenons à cette montre. Ouais. Elle est très désirable, et c'est un petit peu comme ça qu'elle a été présentée par Rolex, en essayant de la bonifier quand ils l'ont ressortie. Elle a aussi comme caractéristique, à l'instar des Submariners notamment, d'avoir bracelet, boucle, boîtier, quasiment, sauf la partie verticale sur les côtés et la lunette. Elle est intégralement en brosset, ce qui lui donne quand même de la discrétion. Et pour le coup, c'est très similaire à une Oster Perpetual. Oster Perpetual, la lunette, elle est en polymiroir ou elle est brossée? Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Je sais qu'elle est juste un peu bombée. Pas trop flashy, quoi. Je voulais pas les modèles avec le polymiroir de partout. Donc tu te verrais pas avec une Datejust 39, lunettes cannelées, bracelet jubilé? Eh ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, c'est ça qui est beau. On va quand même, vous avez compris que c'était un épisode un petit peu particulier de Petite Montre entre amis, puisque c'était pas un épisode, c'était un speedisode d'abord, et puis que Pierre était déjà venu sur la chaîne, donc on va pas refaire souvenir, le quiz, etc. Mais on verra quand même s'il a quelque chose dans le tuyau maintenant qu'il est captif. Vous savez, maintenant tu es client de chez Dubaï, donc c'est plus facile pour avoir d'autres pièces. Peut-être. Il nous dira ça tout à l'heure. Quel est le petit détail que tu préfères sur ta Air King? Alors je pense pour moi c'est les détails verts. Les détails verts sur le cadran. Donc, notamment après le logo, on peut le voir Rolex en vert et la couronne en jaune. Il a vraiment les mêmes couleurs, les mêmes typos que les comment ça s'appelle, ce qu'il y a sur les bords de la piste. Leur couleur. Voilà.
Non, puis l'aiguille des secondes en verre aussi, je trouve que ça rajoute une touche colorée. Mais est-ce que si je te chauffe un peu, j'aime bien chauffer les amis aussi, les Rolex fans, est-ce que c'est pas un petit peu aussi parce que bien quel est le verre de Rolex, le jaune de la couronne, le jaune ou l'or, hein, on le voit chacun comme on veut, etc. Finalement, c'est la Rolex professionnelle qui fait le moins Rolex. Un peu comme une sorte de non-dit. Tu vois, parce que la Rolex Explorer 2, c'est pareil, elle est surprenante à bien des égards en termes de look, on en voit moins souvent, que ce soit cadran blanc, cadran noir, peu importe, mais c'est quand même une montre avec le cyclope, des gros index plots, enfin bref, etc. Là, entre la couleur, les index, etc., c'est quand même super différent. Est-ce que les gens autour de toi voient, identifient que c'est une Rolex? Pas forcément. Voilà. Pas forcément. Je pense qu'ils le reconnaissent plus avec les maillons à trois bracelet Oyster. Voilà. Ouais. Plutôt que le cadran avec les lunettes qu'il peut y avoir en céramique comme ça. C'est plus comme ça qu'on reconnaît, je trouve, la montre que c'est une Rolex que le cadran. Et ça, c'est pour te plaire ou pour te déplaire? Je pense quand même pour me plaire, parce qu'on reste un peu dans l'esprit discrétion. Ok. S'il y avait un petit adjectif, là, ce serait lequel? Bon, déjà, je pense comme toutes les Rolex, c'est fiable et robuste, mais non, étonnante. Étonnante? Étonnante. Ok. Donc, quand tu vois ton pote, si tu es toujours pote avec lui au lycée, il nous a dit, il a 22 ans, hein, donc le lycée, c'était pas il y a 10 ans. Hein. Ou alors le mec, il a eu son bac à 12 ans. Hein. Quand vous voyez tous les deux, vous faites une petite battle de... parce que alors lui, son père ne l'a plus. Ouais. C'était son père. C'est son père, mais du coup, c'est lui qui a la Datejust. Et donc que j'ai essayé aussi. Ouais. Et que je me suis dit, en vrai, pourquoi pas en 41. En 41, Mais est-ce que ça veut dire qu'à aucun moment vous êtes retrouvés chacun... Non, justement, je lui ai demandé s'il l'avait, parce que je voulais faire un comparatif, faire une photo avec les deux montres, il m'a dit que non, il l'avait plus. Moi, je trouve qu'elle me va bien, cette montre. Fais voir comment elle te va, la Speed, là. Combien ça coûte une Rolex Air King comme ça? 7300 et quelques. 7300. La montée des prix est abusée, je trouve. Abusée, ouais. C'est pas facile, mais pour autant, est-ce qu'à 7003, je pense que la réponse est oui, mais j'ai un petit doute par rapport à la Explorer. Est-ce que c'est la moins chère de la gamme professionnelle? Justement, avec la Explorer 1, je suis pas sûr. Ouais. Je pense que ça se vaut. Après, non, je sais pas. Évidemment, quand on compare. De toute façon, là, t'as qu'une référence, puisque t'as pas d'autre finition, t'as pas une Biton, t'as pas ce genre de choses. 7300. Il faudrait que je regarde, les amis, lorsque j'ai enregistré le premier épisode avec Arnaud, qui avait la 116 900, combien ça valait à l'époque. Honnêtement, de tête comme ça, je crois qu'on était à 5003. J'aurais dit dans les 5000. Ça commence à faire cher, quoi. Mais d'un autre côté, si toi t'en as conscience, mais tu l'as quand même acheté, donc ça veut dire que tu l'as acheté à 7005, à 7003, comme tu l'aurais acheté à 5003. Si tu te mets à la place de Rolex. Ils disent, tant que ça se vend. Tant qu'on est prêt à payer, il n'y a pas de raison de ne pas augmenter les prix. Donc je ne sais pas si on peut leur en vouloir. Ma foi, c'est une affaire d'offre et de demande. Il y a plus de demandes que d'offres. Après, ce sera intéressant. Je ne leur souhaite pas, bien évidemment. On nous le souhaite à nous, parce que si c'est moins cher, peut-être que c'est plus accessible aussi pour d'autres personnes. Il faudra voir comment pourrait se comporter le marché dans l'hypothèse où ce ne soit plus la demande qui soit supérieure à l'offre, mais que ce soit l'inverse. Je ne sais pas si ça peut arriver. Vous avez le droit de commenter cet échange sur le sujet également. Il me semblait que Rolex, justement, était en train de faire une nouvelle usine pour... c'est ce qu'ils... c'est ça. Après, là, c'est sûr, l'usine, elle est sortie de terre, etc. Est-elle opérationnelle? J'en sais rien. Je vous avoue que je ne suis pas ça beaucoup. Qu'est-ce qu'ils vont y fabriquer dedans exactement? Il y a beaucoup de gens qui disent ce qu'ils vont faire, il y a beaucoup de gens qui savent, alors que finalement, c'est le seul truc à savoir avec Rolex, autre que les produits qu'on peut voir et qu'on peut essayer, c'est qu'en fait, on n'en sait rien. Parce qu'ils disent rien, c'est des tombes, ils ont des process en interne de sécurité de l'information qui sont colossales. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ou qu'est-ce qu'ils vont pas faire, l'avenir le dira. Et puis, s'ils pouvaient être un petit peu quand même innovants,
Ça serait pas mal. Hein. Watches and Wonders 2023, Ouais. c'était sympa. Qu'est-ce que t'as pensé de leur sortie? Regarde, si je te dis 1908, si je te dis Detto avec fond de boîte ouvert, et si je te dis Yachtmaster en titane. C'est pas beau ça comme innovation? Alors, je trouve que ça innove un peu plus que les années dernières. Ouais. Je sais plus si c'était cette année ou l'autre, la GMT avec pour gaucher. Ouais. Enfin, je sais pas si c'était cette année ou l'année dernière. GMT Master 2. Ouais. Bon, ça innove, mais c'est pas. Ouais, mais là, il y a une nouvelle collection 1908. Ouais. Et ils, Pour remplacer la Cellini. et ils ouvrent le fond de boîte Oyster. Enfin. Qui a été un tabou et quasiment un endroit où ils ne pouvaient pas innover parce que c'était le symbole de l'étanchéité quand même. Non, moi je dis enfin, je trouve ça toujours sympa. T'aimerais qu'ils déclinent ça parce que pour le coup, je crois, hein, vous me dites les amis si je délire, hein, mais je crois que cette Detto fond de boîte ouvert, elle est en platine, donc c'est un truc à 50, 60 000 balles. Oui. C'est pas sur une montre. L'entrée de gamme Rolex, c'est quoi? C'est 5500 hein, avec une perpétuelle. Ouais, non, elle était à 6000. 6000 Rien ne va plus, ça augmente, les amis. On a eu une Rolex Air King saison 1 de petite montre entre amis. Là, on est à la saison 5. Quand on sera à la saison 10, la Rolex Air King, elle sera à 12 000 euros. Inflation plus augmentation les prix, les amis, c'est dur. Ouais. Avant de conclure, là, t'es comblé. T'es encore tout jeune. Plein de dynamisme, la folie de la jeunesse, etc. Et donc, est-ce que tu as commencé ou pas à réfléchir? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as dans le viseur? Est-ce qu'il y a des choses dont tu rêves? C'est ça le problème avec la passion de l'horlogerie, c'est que dès qu'on en a une, on pense à la suivante. Oui, bien sûr. Et quoi d'autre? Non, là, je me penchais sur des chronos. Ouais. Je me dis, why not? Ouais. Donc là, ça tombe vraiment bien que tu aies amené ta speed. Ouais. Parce que justement, je suis allé essayer la nouvelle speed. Ouais. Avec notamment le fond chez Dubaï. Ouais. Non, pas chez Dubaï, parce qu'ils ne vendent pas Omega, mais à Place Vendôme. Ouais. Place Vendôme, directement, il y a la boutique Omega aussi, avec justement le fond de boîte ouvert en saphir, que je trouve magnifique. Elle est à combien maintenant? Alors, ça en est presque plus. 8000. Ouais. Ok. Et non, celle-là, j'aimais beaucoup. J'ai au poignet, je trouve ça très joli. Un peu trop. Le bracelet, il y a une petite finition en poly qu'on ne retrouve pas sur le verre Esalite, que je préférerais. Donc, je ne sais pas si c'est possible justement d'avoir la speed en saphir et le bracelet de l'Esalite à voir directement avec eux. Je pense que ça, c'est toujours une fois. On peut toujours s'arranger. Bien sûr. Mais voilà. Non, s'arranger, ça va te coûter 1200 balles de plus, c'est tout. Après, tu revendras l'autre. Ouais. Mais ça, c'est un projet, tu l'as en tête. Non, là on est vraiment juste sur le pourquoi pas. Speedmaster, pourquoi pas, et dans le domaine du complètement improbable, mais sur un malentendu, tu vois, un truc qui te fait rêver, complètement improbable, ce serait quoi? Complètement improbable, on va en parler, je pense, une Richard Mille. Ouais. Ça c'est vraiment improbable. Improbable, les mecs. Si on veut de l'improbable, on verra ça. Ouais. Non, celle de Charles Leclerc. Est-ce que tu l'as croisé? Ouais, je l'ai croisé à Monaco. Et il l'avait? Et il l'avait, ouais. Non, très joli. C'est laquelle qu'il a, Charles Leclerc? Alors, il avait plus donc la RM6702 en rouge et blanc avec les couleurs de Monaco. Donc, je crois qu'il l'était fait voler. Et il avait du coup celle en bleu et blanc. Okay. Bleu ciel. T'as trouvé ça pas mal? J'ai trouvé ça pas mal. Apparemment, c'est très léger. Pour avoir essayé une montre de chez Omega très légère en titane, je peux dire qu'en fait, on sent rien. Ouais. On sent rien. Ouais, mais rien sentir au poignet, il y a une dimension de confort. Ouais, je pense que c'est ça. Qui est intéressant, mais ne rien sentir, est-ce que c'est pas le début de loin du poignet, loin du cœur? Je ne sais pas trop quoi penser. Les retours que j'ai quand même sur les montres en titane, c'est que c'est tellement pas là qu'à un moment c'est plus là.
Ah ouais? Ouais, j'exagère un petit peu. Alors que, je dis ça, alors que s'il y a bien une montre que j'aimerais bien essayer, c'est la Yachtmaster en titane. Ouais, voir ce que ça fait au poignet. Ouais, et puis j'aime bien le modèle. Vous vous souvenez, on avait fait un épisode de Petite montre entre amis sur le sujet, on s'était régalé avec une Yachtmaster en cadran bleu, c'était absolument formidable. Donc Speedmaster, et dans tes délires, Richard Mille. Bonne chance pour ces belles découvertes. Ouais, merci. Les amis, on s'est régalé une nouvelle fois dans cet épisode, ce speedisode de Petite montre entre amis. Si vous voulez participer, c'est super simple, www.dailyshoes.fr. Ça, c'est pour participer à la chaîne. C'est ce que tu avais fait à l'époque, c'est ce qu'il a fait à nouveau pour envoyer un formulaire. Puis bien évidemment, le fond du sujet, c'est de développer la plateforme Dailyshoes, www.dailyshoes.com, la première plateforme d'avis client sur les montres. À quoi ça sert de déposer un avis client ? Pierre avait déposé un avis sur sa Tudor, il va sûrement déposer un avis sur sa Rolex Air King. Ça sert à quoi? Ça sert à partager pourquoi vous avez acheté une montre, pourquoi vous l'aimez, comment vous l'aimez, avec des photos, avec des adjectifs, avec des notes, etc., etc. S'il y a 5, 10, 15, 20, 100, 150 personnes qui parlent de leur Air King, ça a beau être la même montre, si on est sur la même référence, ça a beau être la même référence, et pour autant chacun en parle différemment, et vous aurez quelqu'un, ou vous en aurez plusieurs, qui va vous en parler d'une façon qui fait que vous allez vous dire, mais en fait cette montre, j'ai envie de l'essayer, elle m'intéresse. Alors évidemment, est-ce que Rolex a besoin d'une plateforme, d'un tiers de confiance, comme le TripAdvisor des montres Dailyshoes, pour vendre des montres? Non. Il y a 1500 marques sur le marché. Il y a 90% des modèles qui sont complètement inconnus, et pour autant, il y a des gens qui les achètent. Et ça, pour savoir ce que vous avez envie d'acheter, pour découvrir un modèle, pour vous dire, c'est la montre idéale pour moi, il n'y a rien de mieux qu'un avis client. Donc si vous avez une montre, quelle qu'elle soit, 1500 marques, des dizaines de milliers de modèles, n'hésitez pas à partager votre avis sur la plateforme. Ça roule ? Ça roule. Les amis, merci beaucoup. Salut Pierre, ciao, ciao, bye bye.